Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 5. Il n'aurait rien dû rester. Même pas un souvenir. Surtout pas un souvenir. Amaldricus, tome 3, l'esprit de Romac. Peut-être à cause du loup qui somnolait à quelques pas d'eux, peut-être à cause du lieu où silence et calme étaient maîtres, Emma et Paul parlaient à voix basse. La nuit était tombée, le gîte n'avait pas d'électricité et il y avait la flamme d'une bougie qui dansait entre les deux, éclairant bien mal les contours de leur visage. « Je suis un appât, soupira Paul. « Juste un appât. »« Mais non, répondit Emma. Vous êtes un maillon indispensable. Tout repose sur vous. Si Amaldricus parvient à vous éliminer, il aura le champ libre. » « Mais comment a-t-il fait pour échapper au chemin des enfers? D'après ce que vous m'avez dit, c'est impossible. » Rouac pense que le vieux sire a passé la plus grande partie de sa détention à réaliser une porte des enfers artificielle. D'après lui, il n'est parvenu à ses fins qu'au cours de l'été 1976. C'est pour cela que c'est à cette époque qu'il s'est échappé des chemins et qu'il n'a pas été reconduit dans son siècle. D'ailleurs, apparemment, avant 76, rien n'a changé dans l'histoire. Mais alors, si c'est depuis cette époque qu'il est libre, pourquoi avoir attendu tout ce temps? Je ne sais pas. C'est horrible. Je suis censé connaître la plupart des choses dont vous me parlez. Je sens qu'elles sont là, quelque part au fond de moi, mais on me refuse obstinément d'y accéder. Au moins, vous ne faites plus de crise. Elle n'était pas le résultat d'un choc post-traumatique, mais bien une réaction au fait que vous cherchiez à accéder à vos souvenirs mal effacés ou mal modifiés. Paul pensa aux terribilités qu'il avait passées chez son frère, à ses malaises qu'il avait tenté de dissimuler, à ses cauchemars qui lui laissaient autre chose qu'une simple angoisse au réveil. Puis, il se souvint du livre et des légendes sur Joux, dont celle qui parlait d'Amaldricus, et de sa belle-sœur qui avait affirmé que les pages étaient blanches. Il s'en ouvrit à Emma. « Ce n'est pas possible, il doit... Et s'il était déjà à vos trousses? Un piège? Une façon de vous pousser à chercher dans votre passé, de provoquer des crises? Mais alors, Rouac a peut-être été abusé ?» Paul se leva pour chasser cette idée de son esprit. Il fit quelques pas vers la fenêtre qui s'ouvrait sur une nuit claire et froide. « Non, il y a sans doute une autre explication. Je ne peux pas croire que tout soit déjà perdu. »« Mais réfléchissez, ajouta Emma. »« Non, coupa Paul. Cette situation est déjà bien assez étrange comme cela. Je fais confiance à mon instinct que je n'ai jamais ressenti aussi puissamment, et je crois une femme que je ne me souviens pas connaître lorsqu'elle me parle de choses dignes d'un conte de fées. Ne m'en demandez pas trop. On ne peut rien faire qu'attendre. Il est inutile de nous torturer l'esprit en vaines supputations. » Emma n'ajouta rien. Elle respecta la position de Paul. Nork redressa la tête. Il s'était assoupi, mais cela n'avait pas empêché ses sens de rester en alerte. La nuit était tombée, et la seule source de lumière venait d'une bougie allumée dans la pièce voisine, où les deux humains parlaient à voix basse. Il sentit la présence de ses compagnons, toujours aux aguets dans les alentours. Tout semblait normal. Dans la pièce voisine, l'homme avait quitté la table et se tenait maintenant devant la fenêtre. Nork ne comprenait pas de quoi il était question dans les étranges bruits que produisaient les humains, mais il savait que c'était pour eux une façon de communiquer. Tout était normal. Il pouvait s'assoupir à nouveau. À peine avait-il posé sa tête sur ses pattes avant qu'une image rapide traversa son esprit. Il vit la meute courir comme si elle était pourchassée et se redressa de nouveau. D'où venait cette image? Un simple rêve ou un avertissement? L'image revint quelques secondes plus tard, exactement la même, et Nork comprit que c'était un message de Rouac. Un danger approchait. Il vint à la porte et gratta pour qu'on lui ouvre. C'était Emma qui le fit. Elle réalisa, à l'attitude de l'animal, qu'il s'était passé quelque chose d'anormal. Nork se montra des plus méfiants en posant une patte à l'extérieur. Il chercha le moindre signe d'une présence hostile. Pourtant,
Il n'y avait pas un bruit, pas une odeur, tout était calme. Rang était l'un des 5 loups qui accompagnaient Nork. Il était presque aussi puissant que ce dernier, mais plus jeune, plus impétueux. Il pêchait parfois par inexpérience. Il avait été très flatté d'être choisi par Nork pour l'accompagner, et il espérait bien pouvoir faire preuve de ses capacités. Dissimulé dans un bosquet, rien de ce qui se passait dans les alentours ne lui échappait. Il sentit soudain que Nork était plus proche. Il leva le museau, cherchant tous les témoins olfactifs. Nork venait dans cette direction. Il entendit bientôt ses pas dans les feuilles mortes. Rang sortit de sa cachette pour aller au-devant de son chef. Il se trouva nez à nez avec un humain. Sa surprise fut énorme et paralysante. Il eut à peine le temps de réaliser que c'est ce dernier qui dégageait la même odeur que Nork, que tout cela était un piège et que, tête baissée, il s'était jeté dedans. L'homme attrapa le loup au collet avec une force incroyable, d'une seule main. Il décolla l'animal du sol et l'envoya voler quelques mètres plus loin. Rang reprit rapidement ses esprits malgré le choc, mais son agresseur était déjà sur lui et il n'eut pas le temps d'esquiver un coup qui lui était destiné. Une seule obsession s'empara alors du loup. Il devait prévenir les autres. Il prit donc la fuite et l'homme se lança à sa poursuite. Rang ne put faire que quelques mètres avant d'être rattrapé. L'agresseur fit un véritable vol plané, attrapa l'animal par l'arrière et le plaqua au sol. Il ne restait au loup qu'une chose à faire, hurler pour donner l'alerte. Sa gueule s'ouvrit sur un son puissant qui malheureusement n'eut pas le temps de sortir. L'homme l'avait saisi au cou et d'un geste brusque lui avait brisé la nuque. Rang s'éteignit sans même un râle de souffrance, sans avoir fait ses preuves, et juste un instant où, tout proche, un loup se mit à hurler. Nork perçut l'agitation. Il comprit de suite que Rang avait un problème. Il hurla pour avertir les autres et se précipita dans le bois pour porter secours à son congénère. Quand il arriva sur place, 2 autres loups étaient déjà présents. Il léchait pour lui dire adieu le corps sans vie de Rang abandonné ici par son agresseur. Nork sentit son cœur se serrer. Pourquoi avoir entraîné le jeune loup dans cette aventure? Une pulsion de haine le traversa. Il tuerait lui-même l'assassin. Les 2 derniers loups arrivèrent. Un cri monta du gîte. C'était la voix d'Emma. Nork venait juste de disparaître dans le bois lorsqu'Eric Endenburg en sortit. Emma vit alors un homme déchaîné se jeter sur elle et la bousculer sans ménagement. Elle tomba et sa tête heurta le sol. Elle perdit connaissance quelques secondes. Lorsqu'elle revint à elle, des bruits de lutte sortaient de la maison. En entrant, elle y vit Paul et le médecin qui se battaient. Cela tourna vite à l'avantage de l'agresseur, et bientôt l'Odesse se retrouva clouée au sol, tandis que l'autre l'étranglait. Emma hurla, puis, sentant venir un courage imprévu, se précipita pour aider Paul. Elle parvint à faire choir Eric sur le côté, mais l'Odesse, complètement groggy, ne profita pas de ce court répit. L'espace d'un instant, Emma croisa le regard d'Endenburg. Ce n'était plus celui du médecin, et elle comprit de suite, en repensant à ce que lui avait dit Rouac, qui était l'agresseur. Amalricus se releva, et après avoir asséné un violent coup à la jeune femme, revint près de Paul pour terminer sa sale besogne. Une ombre vola de nulle part, et une douleur déchira le bras du vieux sire. Nork contre-attaquait. Le loup et le romac se toisèrent un moment. « Je ne te veux pas de mal, » expliqua lentement Amalricus, dans un langage qu'il savait compréhensible par l'animal. « Laisse-moi agir. Tout cela ne regarde ni toi, ni les tiens. » Les autres loups étaient arrivés et encerclaient maintenant le sire de joue. Nork sembla hésiter, puis il eut un geste imperceptible, et les 5 animaux bondirent, formant au milieu de la pièce une mêlée indescriptible. La lutte ne laissa pas paraître rapidement le vainqueur, mais les uns après les autres, les loups se retrouvèrent projetés loin du combat. L'un d'eux s'assomma contre le meuble, un autre contre le coin de la cheminée. Le troisième fut incapable de se relever, la patte arrière visiblement cassée. Le quatrième, voulant mordre Amalricus au visage, manqua de prudence et se fit tordre le cou. Nork, à bout de souffle, rompit le combat en reculant de quelques pas. Amalricus n'avait plus qu'à leur donner le coup de grâce. Il n'en fit rien. « Je ne vous veux pas de mal, » insista-t-il. Puis il se dirigea vers Paul, toujours à demi inconscient. « Laisse-le !» On venait de s'adresser directement à son esprit, et Amalricus savait qu'un seul être vivant pouvait faire cela. Il se retourna lentement et découvrit Rouac assis devant la porte d'entrée. « Tu as été plus rapide que je ne pensais, vieux malin. C'est perdu, Amalricus. Cette fois, je ne te laisserai pas t'échapper. Tu sais que j'ai le plus grand respect pour toi, mais regarde, tu es seul aussi maintenant que l'auteur n'est plus là. Vous me traquez depuis si longtemps. Vous n'avez toujours pas compris ce que je recherche. Ce n'est pas mon problème. Je me suis trompé sur vous, les humains. L'immortalité n'est pas pour vous.
Tous les Romaques ont sombré dans la folie, et tu ne fais pas exception. Amadricus s'avança vers le vieux loup qui ne bougea pas et ne manifesta aucun signe de peur. Il s'accroupit en face de celui qui avait été son maître. « Qui sont les plus fous, Rouac? Moi ou ces hommes que, par ton action, tu protèges? Les descendants de ceux qui ont massacré notre peuple par bêtise et ignorance et qui aujourd'hui se battent encore? Ou moi, qui depuis des siècles ne poursuis qu'un seul rêve? » « Quel rêve ?» Amadricus se releva, presque déçu. « Crois-tu vraiment que je n'ai tué que pour me manger? N'as-tu pas remarqué un certain rituel dans mes actes? Crois-tu que j'ai consacré tant de temps à construire cette porte artificielle seulement pour un jour, peut-être, pouvoir échapper au chemin de l'enfer? Pourquoi alors? Prouve-moi que tu n'es pas fou. » Amadricus leva la main droite. Une lumière verte entoura bientôt cette dernière, puis se diffusa dans toute la pièce, éblouissant Rouac. Quand tout rentra dans l'ordre, ils étaient tous les deux dans la pièce secrète. Karen s'approcha d'eux en la voyant. Amadricus fut soudain effrayé. « Que fait-elle là ?» demanda-t-il à Rouac. « Peut-être veut-elle aussi savoir la vérité ?» expliqua le vieux loup narquois. « Hors de question !» D'un geste vif, il créa une autre boule de lumière verte qui projeta sur Karen, qui disparut. « Maintenant, elle est en sécurité, loin d'ici. »« Bien, mais je n'ai toujours pas d'explication. » Amadricus avait retrouvé sa sérénité. Il alla s'asseoir sur la table en pierre et contempla dans les détails la pièce où il se trouvait. Ce fut très difficile de me procurer tout cet oricalque. Au début, ce lieu devait me permettre de réaliser certains travaux en limitant les risques. Tu sais combien ce métal particulier atténue les effets de certaines de nos connaissances. Quand mon traître de frère m'a emmuré, j'ai pensé me laisser mourir. Je n'avais pas les connaissances nécessaires pour m'enfuir. Une chose m'a retenu, m'a poussé à me battre, à défier les secrets du Hack. Clémence, mon épouse. Amadricus sembla replonger dans un rêve. Quand j'ai disparu, elle était enceinte. Toutes ces années, son image a hanté mes pensées. Les corps que je mutilais, c'était pour lui en redonner un. Elle n'avait pas les secrets du Romac. Impossible pour elle de se glisser à la place d'un autre esprit comme nous le faisons. La porte artificielle, chose que tous les nôtres jugeaient impossible à réaliser, je ne l'ai créée que pour pouvoir attirer son esprit jusqu'ici. Si tu savais, Rouac, comment pendant mes années de doute, sa pensée, sa présence, que je percevais presque, m'a été d'un grand secours. Peut-être que les fantômes existent après tout. Tous est mort pour cela. Je n'ai pas su ce qu'elle était devenue, ce que mon enfant était devenu. J'étais tout proche de réussir lorsque l'auteur a commencé à me pourchasser, lorsqu'ils ont détruit mon lien. Mais j'ai survécu. Vos pièges, vos traîtrises ont été moins forts que ma détermination. Et après avoir entendu 20 ans cachés dans l'esprit d'un autre, je vais pouvoir atteindre mon but. Je t'en prie, ne te mets pas en travers. Ce que tu veux faire, Amadricus, est impossible. Tu vas créer d'autres dérèglements dans le Hack. On ne peut pas tricher comme cela impunément avec le temps. Si je te laisse agir, tu ne seras pas la seule victime. L'univers entier s'en ressentira. Amadricus eut un sourire crispé. La réponse du loup était sans équivoque, et la bataille devenait inévitable. L'honneur, l'amitié n'avaient plus leur place ici, et le Romac prit la décision de frapper le premier. D'un geste vif de la main, il lança une décharge d'énergie contre l'animal qui se trouva projeté en direction de la porte des enfers. Un regard perçant du sire en direction de cette dernière l'activa comme par magie, et Rouac manqua de mourir aussi rapidement que l'auteur. Il eut cependant un réflexe salutaire et parvint à se dégager de l'emprise de son agresseur. Il se roula en boule sur le côté et, retrouvant son équilibre, bondit sur Amadricus qu'il renversa sans ménagement. Les deux protagonistes s'approchèrent imperceptiblement de la porte. Celui des deux qui la franchirait perdrait définitivement le combat. Le sire parvint à saisir le loup, à se redresser en le soulevant. D'un pas mal assuré, il s'approcha du passage qui s'ouvrait sur le chemin des enfers. Il prit toutes ses forces pour y propulser l'animal, et c'est juste à la dernière seconde que ce dernier lui mordit violemment le bras. Amadricus lâcha prise, alors qu'il n'était qu'à quelques centimètres de son but.
Rouac lui tint bon. Enfonçant davantage ses crocs pour que la douleur paralyse le plus possible son adversaire, il reprit équilibre sur ses 4 pattes. Son regard croisa celui d'Amalricus. Tous deux savaient que le combat était fini. Pourtant, le loup ne lut aucune peur dans le visage du sire. Sans lâcher le bras, d'un violent coup de tête, Rouac le déséquilibra. Emporté par son élan, Amalricus passa la porte sans pouvoir s'accrocher à rien. Le loup perçut les dernières pensées de celui qu'il avait longtemps considéré comme son fils. Je te félicite, vieux malin, et à cet instant où je meurs, je veux que tu saches que je ne te tiens aucune rigueur. Mon rêve était fou, mais sache que j'ai une consolation. J'ai trouvé un autre moyen de l'atteindre. Il y eut quelques secondes d'un étrange silence, comme si le monde s'était arrêté. Puis les murs de la pièce se mirent à trembler. Tout allait s'écrouler. Le temps reprenait ses droits, preuve que cette fois, le sire Rouleau avait bien été vaincu. Rouac s'évapora pour rejoindre les siens. Emma regarda les loups, et les loups la regardèrent. Il y eut un moment de sérénité, puis les animaux s'en retournèrent. Certains d'entre eux boitaient, dernière trace du combat qui les avait opposés au dernier Romac. Norque suivait Rouac de près. Il avait retrouvé avec plaisir sa place de second, et ne pensait plus maintenant qu'à rejoindre la meute. Ils disparurent entre 2 arbres dans la pénombre mourante de cette fin de nuit. Quelques cris d'animaux témoignèrent que le réveil et le jour étaient proches. Paul vint à la hauteur d'Emma. Il frottait son épaule endolorie. « C'est affreusement frustrant, dit-il, fixant l'endroit où les loups venaient de disparaître. « De quoi ?» demanda Emma, plus par politesse que par intérêt. « Et il vous a rendu la mémoire. » Il fit un geste de la tête pour faire comprendre qu'il parlait de Rouac. « Mais moi, je n'ai pas retrouvé mes souvenirs, et je n'ai que ce que vous m'avez raconté. J'ai les faits, mais pas les émotions. Croyez-vous vraiment que cela soit plus mal ? J'ai la désagréable sensation de porter un secret trop lourd que je ne pourrai jamais partager avec personne. Oui, mais vous avez la satisfaction de vraiment savoir comment votre mari est mort. Ah, c'est une si pâle consolation. L'infirmière avait de grands yeux foncés et rieurs. Elle se tourna vers sa collègue. « Alors, il t'a encore dragué ?»« Oh, ne m'en parle pas, répondit la seconde. Et en plus, il y met le paquet. Qu'est-ce qu'il peut me raconter comme connerie ? Et il est persuadé que je vais le croire. Ouais, je vois. Encore un qui a une bite à la Pinocchio. Plus il ment, plus elle grandit. Et il pense que c'est comme cela qu'il va nous faire craquer. » Comme elle finissait sa phrase, la jeune femme prit conscience qu'elle n'était pas seule dans l'ascenseur. Elle se retourna vers le lieutenant Robb et devint plus rouge qu'une tomate bien mûre. « Oh, excusez-moi, annonna-t-elle en se ridiculisant davantage. « Ce n'est rien, répondit le policier avec un large sourire aux lèvres. L'infirmière voulut le croire, mais elle poussa tout de même un grand soupir lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et la libérèrent. Robb regarda l'ingénu disparaître le plus vite possible au coin du couloir. Le policier en tenue de faction devant la chambre le salua. Le lieutenant frappa et entra sans attendre d'y être invité. Karen se redressa sur le lit. « Bonjour, lieutenant, » dit-elle. « Vous ne me quittez plus ?» Robb ne répondit pas. Il prit une chaise et s'installa en face d'elle. « C'est la dernière fois que je viens vous voir, » expliqua-t-il. « Cela fait un peu plus de 9 mois que le docteur Hindenburg a disparu, et j'ai reçu l'ordre de classer le dossier. Je viendrai donc plus vous ennuyer avec mes questions. »« Vous allez me manquer. » Robb sourit. Avec le temps, il s'était un peu attaché à la jeune femme. Quelques pleurs de bébé résonnèrent. Karen se leva et alla chercher la petite fille qui dormait dans le berceau, près de son lit. « Comment va-t-elle aujourd'hui » demanda le policier attendri. « Bien, elle a pris 90 grammes depuis hier. Vous savez, je n'ai pas encore vu la couleur de ses yeux. Ils sont verts, comme ceux de son père. » Il ne me semblait pas qu'Hindenburg avait les yeux verts. Karen se crispa et changea de ton. « Qui vous dit que c'est lui le père ?»« Vous étiez en prison avant, vous y êtes retourné après, et en plus, les dates correspondent. Je suis policier et j'ai du réflexe. »« Oui, mais il vous manque peut-être des éléments. » « Mettons, soupira le policier qui n'avait pas envie de se quereller. Vous avez des nouvelles pour votre libération ? Mon avocat me dit que je pourrai sortir d'ici 9 mois.
Comme l'autopsie de Nathalie, ma co-détenue, a prouvé que je n'avais pas commis le meurtre, et bien qu'il ne l'explique pas vraiment les raisons de sa mort, il n'y aura pas de poursuite. Cela me fera pas longtemps être séparé de ma fille. Tant mieux, dit Rob. Mais vous aviez pris la bonne décision en vous rendant. Je suis persuadé que cela jouait dans la position du juge d'application des peines. Il se leva. Je vais vous laisser, et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Je ne sais pas quand nous aurons l'occasion de nous revoir. Rob tendit la main à Karen. Il se sentit penaud et ne retrouva un peu d'assurance que lorsqu'il eut quitté la chambre. Comme la porte se refermait, le bébé se remit à pleurer. Karen, qui le tenait dans ses bras, le berça doucement. « Calme-toi, mon bébé. Détends-toi. Maman est là. Allez, Clémence, fais-moi un sourire. » Décembre 2003. Ouais, tu me reçois, c'est Sam à l'appareil. Très bien, j'écoute. L'institutrice vient de me donner le signalement de la petite. 5 ans, 1m10 environ. Les cheveux châtain clair, yeux verts. Elle s'appelle Clémence Sagnès. Ok, je diffuse tout ça. Le gendarme coupa la radio et sortit de la voiture. Il se dirigea vers le bus garé un peu plus loin. Devant la porte de ce dernier, il y avait son collègue, un gros monsieur tout rond qui était le chauffeur du bus, et une jeune femme aux cheveux courts qui était l'institutrice des 20 enfants occupés à saccager le corps. Tous les trois paraissaient fort préoccupés. « C'est bon, dit Sam. J'ai prévenu les collègues, ils vont faire ce qu'il faut. » Cela ne rassura personne, et le second gendarme prit la parole. « Vous êtes sûr de ne rien oublier ?» demanda-t-il à l'institutrice. « Non, quand nous sommes sortis du château, après la visite, elle était encore là. Le guide a refermé la porte à clé derrière nous. Nous étions la dernière visite. Les enfants sont montés dans le corps, et en les recomptant, je me suis aperçu qu'elle n'était plus là. Je vous ai prévenu. »« On peut peut-être aller voir au château ?» proposa Sam à son collègue. « Ouais, cela coûte rien, et comme on a fouillé tous les alentours. » Les deux gendarmes se dirigèrent vers le fort de Joux, juste derrière eux. Ils pénétrèrent sous le long passage qui donnait accès à la forteresse, mais se heurtèrent bientôt à une solide porte en fer fermée à clé. « Quel idiot nous sommes !» lâcha Sam en se frappant le front. « Elle vient de nous dire que le guide était parti et avait fermé le château. Eh bien, au moins on est sûr qu'elle n'y est pas retournée. Allez, viens !» Ils firent demi-tour, mais ils n'avaient pas marché 20 mètres qu'une petite voix résonna derrière eux. « J'ai froid. » La surprise passée, ils firent volte-face et découvrirent Clémence devant la porte toujours fermée. Le passage n'offrait aucun autre accès, et ils ne comprirent pas d'où pouvait venir la petite fille. « Mais comment es-tu arrivée là ?» demanda Sam en s'approchant d'elle. Elle montra la porte du doigt. Le gendarme leva les yeux et vit que le gros cadenas qui la maintenait fermée n'avait pas bougé. Cela dépassait tout entendement. « Tu étais dans le fort ?» insista Sam. Clémence répondit affirmativement d'un signe de la tête. « Comment y es-tu entrée ?» La petite haussa les épaules. Ce fut sa seule réponse. « Pourquoi y es-tu retournée ?» insista Sam. « Pour voir mon papa. C'était son château ici, » répondit Clémence. « Ton papa ?»« Oui, mais il n'est plus là. Il est mort, comme ma maman me l'a dit. » Elle leva les yeux innocents sur le policier. « Il faut toujours croire ce que disent les mamans. » Elle partit sans rien ajouter en direction du corps. « Alors là, je ne comprends pas, » souffla Sam. « Laisse tomber, lui dit son collègue. Le principal, c'est que nous l'ayons retrouvé. » Il n'aurait rien dû rester. Même pas un souvenir. Surtout pas un souvenir.